Je n'aurais jamais cru avoir peur un jour de la petite fille à qui j'ai appris à marcher. Quand elle était enfant, elle m'apportait des dessins, des fleurs ramassées au bord du chemin, des biscuits qu'elle faisait brûler avec sa grand-mère. Ce dimanche-là, elle est arrivée avec une tasse de thé. J'ai souri, fier comme toujours. Puis j'ai regardé à l'intérieur, et tout ce que je croyais solide dans ma vie s'est fissuré. Je m'appelle Jean Martin, j'ai 62 ans. J'ai passé ma vie sur les chantiers, à monter des murs pour les autres, à retaper des maisons anciennes dans notre coin de Dordogne, à une demi-heure de Périgueux. La mienne est une vieille ferme en pierre, avec des poutres sombres et un jardin qui sent la terre mouillée et le bois coupé. C'est ici que mon fils a grandi. C'est ici que ma petite fille a fait ses premiers pas en tenant le bord de la grande table de la cuisine. Depuis quelques années, je passe la plupart de mes journées sur la terrasse, une tasse à la main, à regarder les champs autour, les rangées de noyers, la ligne lointaine de la forêt. Le matin, j'écoute France Bleu, des chansons que je connais par cœur, les infos locales. Et souvent, entre deux chroniques, j'ouvre le vieux carnet de recettes de ma femme, Marie. Elle est morte d'un cancer il y a 6 ans. Dans ce carnet, elle écrivait partout des petites remarques. « Trop de sel, Jean ?» Ou alors « Mets un peu de miel, la vie est déjà assez amère comme ça. » Je lui réponds tout seul, à voix basse. On devient bizarre en vieillissant. Ce dimanche-là, je ne m'attendais à voir personne. Mon fils, Michel, a toujours quelque chose à faire. Des rendez-vous à Bordeaux, des clients, des dossiers. C'est un comptable sérieux à ce qu'on dit, un homme occupé. Il passe un coup de fil pour Noël, vient parfois à mon anniversaire, mais les visites se sont faites rares. Quand Marie est partie, on aurait pu se rapprocher. Au contraire, on s'est éloignés, comme deux bateaux qui dérivent chacun de son côté. Vers 16 heures, j'ai entendu le bruit d'une voiture dans l'allée de gravier. Ce n'était pas le vieux fourgon blond de mon fils, un petit moteur, plus nerveux, plus jeune. Je me suis penché par-dessus la rambarde de la terrasse. Une Clio grise venait de s'arrêter près du vieux tilleul. J'ai reconnu tout de suite la silhouette qui en descendait. Lucie. 22 ans, étudiante à l'université de Bordeaux en quelque chose qui mélange le mot management et communication. Elle m'a expliqué 3 fois ce que c'était, j'ai fait semblant de comprendre. Je retiens seulement qu'elle est douée, qu'elle sait parler, convaincre, se débrouiller. Quand elle était petite, elle affirmait qu'elle serait architecte ou chef de chantier. Elle passait des heures avec moi dans la grange, à clouer des planches, à construire des cabanes pour les chats des voisins. Je me suis levé pour la rejoindre devant la porte. « Lucie, ma fille, ai-je dit, c'est une surprise. » Elle a souri, un sourire propre, poli, bien rangé. Elle portait un jean, une petite veste claire, des baskets blanches trop propres pour la campagne. Elle m'a embrassé sur la joue. Je l'ai trouvée étonnamment froide. Ses bras ne se sont pas refermés vraiment autour de moi. « Bonjour, papy, je me suis dit qu'il fallait que je vienne, ça faisait trop longtemps. » Je lui ai répondu que oui, que ça me faisait plaisir, ce qui était vrai. Même quand on est blessé, on reste idiot devant le sourire d'un petit enfant, même une fois devenu grand. Nous sommes entrés dans la cuisine. Elle a regardé autour d'elle comme si elle découvrait une vieille photo. Elle s'est arrêtée devant le buffet où trônent encore les portraits de famille. Marie avec son tablier, moi avec une moustache ridicule, Michel adolescent à ses côtés et Lucie bébé dans les bras de sa grand-mère. Elle a effleuré le cadre du bout des doigts, puis s'est tournée vers moi. « Je te fais un thé, papy, ça te dit ?» Comme quand il y avait de l'orage et que j'avais peur. Cette phrase a fait remonter du fond de ma mémoire des dizaines de nuits d'été. La maison vibrait sous le tonnerre, la lumière blanche des éclairs passait à travers les volets. Lucie débarquait pieds nus, traînant son doudou, les yeux agrandis par la peur. Je lui préparais une tisane à la camomille avec un peu de miel. On restait tous les deux à la table de la cuisine jusqu'à ce que la pluie se calme. « D'accord, ai-je dit. La camomille est dans le placard du haut, à côté de verre à pied. Le miel est à côté de la gazinière. » Elle s'est activée dans la cuisine comme si elle connaîtrait les lieux par cœur. J'entendais l'eau qu'elle faisait chauffer, les placards qui s'ouvraient, les tasses que l'on pose sur le plan de travail. Je me suis assis dans le fauteuil du salon, celui qui grince toujours un peu. Les voix de l'après-midi, à la radio, parlaient des embouteillages sur l'autoroute et de la météo de la semaine. Rien qui puisse me préparer à ce qui allait suivre. Lucie est revenue avec un plateau, une tasse blanche sur une soucoupe, une petite cuillère, un peu de miel dans un pot. « Voilà », a-t-elle dit, « camomille avec miel, comme tu aimes. » Elle a posé le tout sur la petite table basse devant moi et s'est assise en face, les genoux serrés, les mains sur les cuisses. Elle me regardait avec une attention étrange. J'ai pris la tasse entre mes mains.
La porcelaine était chaude. La vapeur m'a chatouillé le visage. Je me suis penché pour sentir l'odeur. C'était bien de la camomille, douce, sucrée. Tout semblait normal. Puis j'ai baissé les yeux et j'ai vu cette chose au fond. Dans le thé, au milieu du liquide doré, il y avait une petite masse, une sorte de nuage sombre, de poudre qui refusait de se dissoudre. Ce n'était pas du sucre, ce n'était pas de la camomille. Ça formait un dépôt trouble qui glissait lentement lorsque j'inclinais légèrement la tasse. Je me suis arrêté net. J'ai levé les yeux. Lucie me regardait droit. Ses yeux passaient de ma bouche à mes mains, de la tasse à mon visage. Elle avait l'air de retenir sa respiration. « Tu as mis quoi, exactement, dans le thé ?» ai-je demandé doucement. « De la camomille, un peu de miel, c'est tout. » Sa voix était fluide, mais je sentais une tension dedans. Elle ajouta, avec un sourire qui se voulait léger. « Tu ne me fais plus confiance. Personne ne pose cette question quand tout est en ordre. » J'ai fait semblant de porter la tasse à mes lèvres. Mes mains ont couvert un peu ma bouche, mon geste a été lent. À la dernière seconde, j'ai juste effleuré la surface. J'ai posé la tasse de nouveau sur la table en m'essuyant les lèvres avec le dos de la main. « Très bon, » ai-je murmuré. « Tu te souviens encore des choses importantes ?» Elle a relâché ses épaules, imperceptiblement. Je l'ai remarqué parce que je passais mon temps à regarder les gens pour deviner ce qu'ils ne disent pas. On a parlé un moment de la fac, de ses partiels, de son stage dans une agence de communication à Bordeaux. De trucs que je comprends à moitié. Elle revenait toujours, comme par hasard, vers les mêmes sujets. « Et toi, papy, ici tout seul, ça va? Tu n'as jamais peur de faire un malaise sans que personne ne le sache ?»« Non, ai-je répondu. Au pire, le facteur me trouvera en retard sur le courrier. » Elle a ri, mais ses yeux sont restés sérieux. « Tu sais, maintenant, il y a de très belles résidences pour seniors, avec des infirmières, des animations. Tu pourrais vendre la maison, avoir un beau capital, te rapprocher de nous. Tu serais plus tranquille. » J'ai haussé les épaules. J'ai dit que je verrais, que je n'aimais pas trop l'idée de quitter mes arbres. Au bout d'une demi-heure, elle s'est levée. Elle disait qu'elle devait repartir, qu'elle avait du travail, des choses à rendre. Elle m'a serré dans ses bras plus fort qu'à son arrivée. « Je t'aime, papy », a-t-elle soufflé. « Moi aussi, Lucie », ai-je répondu, depuis le jour où je t'ai vue à la maternité. Je l'ai regardée monter dans sa Clio, reculer, disparaître au bout de l'allée. Puis je suis rentré dans la cuisine avec la tasse. La petite tache sombre était toujours là, collée au fond, plus visible maintenant que le thé refroidissait. Je n'ai pas vidé la tasse dans l'évier. J'ai pris un sac de congélation propre, j'ai glissé la tasse dedans avec le thé restant, j'ai noué soigneusement le plastique. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Je savais seulement que je ne voulais pas me contenter de douter. La nuit suivante, j'ai à peine dormi. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Je voyais la tasse dès que je fermais les yeux. Le sourire de Lucie aussi. Et ce mélange des deux me donnait envie de vomir. Le lendemain matin, je suis descendu au village avec la tasse dans le sac. Je suis entré dans la pharmacie, près de la place. Derrière le comptoir, il y avait toujours le même pharmacien, Patrice, un type de mon âge qui avait travaillé quelques années dans un labo avant de reprendre l'officine de ses parents. « Patrice, ai-je dit à voix basse, j'ai besoin d'un service. » Il a vu ma tête, il m'a proposé d'aller derrière, dans sa petite pièce où il garde son matériel d'analyse. Je lui expliquai simplement. Une visite, une tasse de thé, quelque chose de suspect au fond. Il m'a regardé avec sérieux, sans se moquer. « Laisse la tasse ici, Jean, a-t-il répondu. Je vais regarder. Je ne suis pas un gros labo, mais si je trouve quelque chose d'étrange, je te le dirai. Donne-moi quelques jours. » Je suis ressorti de la pharmacie les mains vides. L'air de la rue me semblait plus lourd que d'habitude. J'ai remonté la côte en direction de la ferme en me demandant à quel moment exactement j'avais perdu le contrôle de ma propre histoire. Les 3 jours suivants ont été plus longs que certains hivers. Je faisais semblant de m'occuper au potager, de ranger des vieilles planches dans la grange, mais tout mon corps attendait ce coup de téléphone. La maison était devenue une salle d'attente. Quand le téléphone a enfin sonné, un après-midi, j'ai su que c'était lui. « Jean, c'est Patrice, tu peux parler. » « Oui. » Il a laissé un silence avant de répondre. « Ce qu'il y avait dans ta tasse, ce n'était pas seulement de la tisane. J'ai trouvé des traces d'un sédatif assez puissant, du genre de ceux qu'on donne à l'hôpital pour endormir quelqu'un, mélangé à autre chose que je n'arrive pas à identifier avec mon matériel. Ce n'est pas une plante banale. Fais attention à toi. J'ai eu l'impression que le plancher se dérobait un peu sous mes pieds. « Merci », ai-je murmuré. « Ne dis rien à personne, pas tout de suite. »
Après avoir raccroché, je me suis appuyé contre le meuble de la cuisine. J'ai regardé longtemps le torchon accroché à la poignée du four, celui que Marie aimait bien. Il y avait un coq dessiné dessus. Je me suis entendu souffler tout haut. Mais qu'est-ce que tu as fait, petite? Ce n'était plus un doute, c'était un fait. Ma petite fille avait mis quelque chose dans ma tasse pour me faire dormir longtemps, peut-être trop longtemps. Et tout à coup, je n'étais plus seulement un grand-père un peu naïf. J'étais un vieux type qui venait de découvrir que le danger ne venait pas de l'extérieur, mais de son propre sang. Les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans 2 temps à la fois. Le présent, avec son café trop fort, son téléphone silencieux, sa ferme qui craque. Et le passé, avec ses odeurs de plats mijotés, ses cris d'enfants, ces dimanches où les petits plats de Marie prenaient toute la table. Pour comprendre comment Lucie avait pu en arriver là, il fallait que je remonte le fil jusqu'à ce que nous étions tous ensemble avant que tout se dérègle. Lucie est née un soir de novembre à la maternité de Périgueux. Je revois encore le couloir trop chauffé, les néons blancs, Michel faisant les 100 pas, une main dans les cheveux, l'autre serrant un café froid. Marie serrait ma main si fort que j'en avais des marques. Quand la sage-femme est sortie et nous a annoncé que tout s'était bien passé, que le bébé allait bien, j'ai senti mes jambes trembler. Quand j'ai pris Lucie dans mes bras pour la première fois, elle avait déjà les yeux ouverts. Marie l'a regardée et a dit « Elle a ton air têtu ». J'ai répondu qu'elle avait son sourire, à elle. Les premières années, la maison était remplie de rires. Lucie vivait presque autant chez nous que chez ses parents. Michel travaillait beaucoup, Claire, sa femme aussi. La petite passait les mercredis, les week-ends, une partie des vacances chez papy et mamie. Elle courait dans la cour avec un vieux pull trop grand, revenait les joues rouges, les cheveux pleins de feuilles. Marie lui apprenait à faire des crêpes, à planter des tomates, à reconnaître les oiseaux autour de la maison. Moi, je l'emmenais à la grange. Là, je lui montrais comment tenir un marteau, comment aligner des clous, comment poncer une planche sans se râper les doigts. Elle disait que j'étais un magicien, que je faisais apparaître des tables à partir de rien. Les nuits d'orage, Lucie descendait en pyjama, les yeux brillants de larmes. « Papy, ça fait trop de bruit, et si la maison tombe ?» Alors je lui préparais une camomille avec du miel. Je la posais sur la table, je lui disais que le tonnerre, c'était seulement le ciel qui se disputait avec la mer, très loin, et qu'il ne venait jamais jusque dans notre cuisine. Elle buvait à petits coups, les mains autour de la tasse, puis finissait par s'endormir sur ma poitrine. Marie nous retrouvait parfois le matin, tous les deux affalés sur la banquette, la tasse vide à côté. Tout ça, c'était avant que le mot « cancer » ne s'invite dans notre vocabulaire. Marie a commencé à se fatiguer. Elle montait les escaliers en soufflant, la main sur la rambarde. Elle avalait plus de médicaments que de repas. Les consultations à l'hôpital de Périgueux se sont multipliées. Je conduisais, elle regardait par la fenêtre, le regard perdu dans les champs. Lucie, alors adolescente, venait la voir quand elle pouvait. Elle apportait des dessins, des bracelets tressés, des photos imprimées avec ses amis. Marie faisait semblant d'avoir toujours de l'appétit pour ne pas l'inquiéter. Mais moi, je voyais bien comment ses joues se creusaient. Elle est partie un matin de février. Le ciel était blanc, silencieux. Le médecin m'a pris à part dans le couloir de l'hôpital, a posé une main sur mon épaule. J'ai compris avant qu'il ne parle. L'enterrement a eu lieu au cimetière du village. Des voisins, de la famille, des anciens collègues de chantier. Michel a organisé tout ça de manière parfaite, comme un dossier de travail. Il a fait ce qu'il fallait, mais avec une certaine distance. Lucie était au premier rang, la tête baissée, les yeux noyés. J'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire que ça irait. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi-même j'avais peur de m'effondrer. Après l'enterrement, tout le monde est reparti dans sa vie. Moi, je suis resté dans la maison, avec les objets de Marie, ses foulards encore suspendus, ses notes partout. Je lui ai promis, à voix haute, devant sa tombe, que je m'occuperais de Michel et de Lucie, que je ne me laisserais pas aller. Les années qui ont suivi ont été silencieuses. Michel et Claire se sont installés définitivement à Bordeaux, dans un appartement moderne au dernier étage d'un immeuble où je me perds à chaque fois que j'y vais. Lucie a grandi, a pris le train, a découvert d'autres mondes que la campagne. Au début, il venait encore souvent, tous les dimanches, puis 2 dimanches par mois, puis seulement pour Pâques, Noël, quelques anniversaires. Les visites ont rétréci comme un pull lavé trop chaud. Et la conversation a changé. Au lieu de parler de jardin, de recettes, de pêche, on a commencé à parler d'argent, de formalités, de choses qui, paraît-il, ne pouvaient pas attendre. « Tu as fait ton testament, papa » ?
Oui, ai-je répondu, avec Marie, il y a longtemps. Il faudrait peut-être le mettre à jour. Les lois changent, les frais de succession, tout ça. Il faudrait voir un notaire. Michel prononçait le mot succession comme on prononce le mot travaux, un chantier à gérer. Lucie écoutait, les bras croisés, l'air de ne pas entendre vraiment. Puis il y a eu l'arrivée de François. François, c'est le nouveau compagnon de Claire, un agent immobilier de Bordeaux, toujours bien coiffé, toujours en chemise blanche, qui sent l'après-rasage même à 10 mètres. Un jour, ils sont venus tous les trois à la ferme. Il a fait le tour de la maison comme si je l'avais invité à une visite. Il a tapoté les murs, demandé l'année de construction, regardé la vue depuis la terrasse. « Vous savez, monsieur Martin, une maison comme ça, avec ce terrain, cette vue, ça peut valoir très cher, a-t-il dit. Vous pourriez en tirer une belle somme et vivre confortablement dans une résidence-service près de la ville. Vous ne vous fatiguez plus, on s'occupe de vous. » Je l'ai regardé sans sourire. Cette maison, je l'ai retapée moi-même. C'est ici que mon fils a appris à faire du vélo. C'est ici que ma petite fille a pris son premier bain de soleil. Pour vous, c'est des mètres carrés. Pour moi, c'est des années. Il a haussé les épaules. Je comprends, mais personne n'est éternel. Cette phrase-là m'est restée comme une écharde. Petit à petit, j'ai commencé à entendre les mêmes arguments, mais dans la bouche de Lucie. « Papy, tu t'es jamais dit que ce serait plus simple d'être dans un endroit où il y a du monde, au cas où ?» Un jour, elle a posé sa main sur mon bras. « Et si tu avais un problème, tu voudrais bien qu'on puisse prévenir la banque, gérer tes comptes? Ce serait bien que tu me donnes une procuration. Je pourrais t'aider. Tu sais, maintenant tout se fait par Internet. Toi, t'es un peu perdu là-dedans. » Elle le disait avec douceur, avec des mots qui avaient l'air de venir d'elle. Mais je reconnaissais les phrases de Michel, de François. Je reconnaissais la musique de leur conversation. Tout ce qui s'est passé avec la tasse de thé n'est pas tombé du ciel. Ça vient de là, de cette habitude qu'ils ont prise de calculer ma vie comme un tableau Excel. Le soir où j'ai compris pour le sédatif, j'ai descendu la boîte en métal où je garde mes papiers importants. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. À l'intérieur, il y avait le Vieux Testament, fait avec Marie chez le notaire du bourg, tout pour Michel, une somme pour Lucie, afin de l'aider pour ses études. À l'époque, ça me semblait logique. J'ai relu les lignes, les signatures, celles de Marie, la mienne, les tampons officiels. Je me suis entendu lui parler comme si elle était encore assise à côté de moi. « Tu ferais quoi, toi, à ma place ?» Le silence de la maison m'a répondu. Alors j'ai compris que la question n'était pas ce qu'elle aurait fait, mais ce que moi je pouvais encore faire pour ne pas mourir 2 fois, une fois dans la chair, une fois dans le regard de ceux qui me voient comme un portefeuille. Le lendemain, je me suis promis une chose simple. Avant de décider quoi que ce soit, je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je n'avais plus envie d'être un grand-père qui ne se rend compte de rien. Je n'ai pas installé de micro ni d'équipement de film d'espionnage. Je me suis contenté d'ouvrir les yeux. Lucie est revenue 2 fois dans les semaines qui ont suivi. Cette fois-là, elle est arrivée avec des pâtisseries d'une boulangerie de Bordeaux, des choses compliquées au citron, au chocolat. Elle a embrassé l'air autour de ma joue, a posé la boîte sur la table, a sorti son téléphone de sa poche et l'a posé face cachée devant elle. On a mangé une tartelette, elle a fait semblant de parler de ses cours, de ses soirées, de ses projets, puis, doucement, les phrases habituelles sont revenues. « Et toi, papy, la maison, ça va? Tu t'en sors avec l'entretien? Tu sais que si tu la vendais, tu pourrais avoir quelqu'un pour se charger des papiers, des factures ?» J'ai répondu à côté. Elle a insisté un peu, puis a souri, a changé de sujet. Ses yeux, eux, continuaient à glisser vers le couloir, celui qui mène à mon bureau. Un matin, c'est Michel qui a appelé. « Papa, c'est moi, tu as 2 minutes. » J'ai dit oui. Je me disais que ce serait bien qu'on fasse un point sur tes affaires. Pas parce que tu vas mourir demain, hein, mais tu sais, plus on attend, plus c'est compliqué. Si tu veux, je prends rendez-vous au Crédit Agricole, on regarde tes comptes, on passe chez le notaire pour mettre à jour le testament. Comme ça, Lucie sera tranquille le moment venu. Il avait envie que je dise oui. Je l'entendais dans le ton de sa voix. Je l'ai laissé croire qu'il avançait dans son plan. « D'accord, ai-je fait. Mais passe déjà samedi prochain à la maison, avec Lucie. On mangera ensemble, et tu me raconteras tout ce que t'as en tête.
Parfait, a-t-il répondu. On sera là vers midi. Quand j'ai raccroché, j'ai senti un mélange étrange de colère et de calme. C'est quand on accepte qu'une maison est fissurée qu'on peut commencer à réfléchir à la façon de la consolider. Ce même jour, je suis retourné à la banque. La directrice, une femme qui gère mes comptes depuis 20 ans, m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit qu'à mon âge, rien n'allait vraiment bien, mais que je faisais avec. Puis j'ai posé ma question. Il y a eu des demandes d'informations sur mes comptes récemment, à part moi. Elle a tapé sur son clavier. Il y a eu un appel la semaine dernière. Une jeune femme s'est présentée comme votre petite fille. Elle voulait savoir combien vous aviez sur vos livrets. Je lui ai répondu que je ne pouvais donner aucun chiffre sans votre autorisation. Elle n'a pas insisté. Je lui ai remercié pour sa professionnalité, puis j'ai demandé à voir les derniers relevés en détail. En les lisant, j'ai repéré des débits que je ne reconnaissais pas. Pas des sommes énormes, mais des choses qui ne correspondaient à aucune dépense habituelle. 2 chèques encaissés récemment à des noms qui me faisaient mal. Lucie Martin, Michel Martin. J'ai compris que quelque part chez moi, il manquait un carnet de chèques. De retour à la ferme, je me suis enfermé dans le bureau. J'ai ouvert le tiroir où je range d'habitude mon vieux carnet, celui que je n'utilise presque jamais. Il y avait un trou à la place. Je suis resté un long moment devant le tiroir vide. Puis je me suis souvenu de cette petite caméra que Marie avait achetée après une vague de cambriolage dans les campagnes. Une petite chose discrète, posée sur une étagère, dirigée vers le bureau. Je ne l'avais jamais vraiment utilisée. Je l'avais branchée un jour, puis oubliée. Ce soir-là, je l'ai branchée sur l'ordinateur, j'ai remonté les enregistrements. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette pour reconnaître les silhouettes. Je me suis vu entrer, sortir, fouiller dans des papiers, puis je l'ai vue, elle. Lucie, un après-midi où je n'étais pas là. Elle ouvrait la porte doucement, regardait dans le couloir, refermait derrière elle. Elle a avancé jusqu'au bureau, a ouvert les tiroirs avec l'assurance de quelqu'un qui sait déjà où il va. Elle a trouvé le carnet de chèques, l'a feuilleté, en a arraché 2 feuilles. Elle a rangé le reste, a glissé les chèques dans son sac. Et pendant tout ce temps, elle souriait. Pas un sourire méchant, un sourire de victoire. J'ai revu la scène plusieurs fois. À chaque visionnage, quelque chose se cassait un peu plus en moi. On se dit toujours que les histoires de vieux qu'on dépouille, c'est pour les journaux, que ça arrive ailleurs, dans d'autres familles, avec d'autres prénoms. Ce soir-là, j'ai compris que c'était en train d'arriver à moi, que les histoires des journaux, c'était simplement des gens comme moi qui avaient trop tardé à ouvrir les yeux. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai fait ce que je faisais toujours quand un mur porteur présentait une grosse fissure. J'ai appelé quelqu'un de confiance. Le lendemain, j'ai contacté Antoine, un ami d'enfance devenu avocat à Périgueux. Nous avions partagé des bêtises, des verres de rouge et quelques bagarres idiotes. Maintenant, il passait ses journées à manipuler le code civil. « Antoine, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'aides à faire le ménage dans mes papiers et à construire quelque chose qu'ils ne pourront pas casser. » Il a entendu dans ma voix que ce n'était pas une simple affaire de formulaire. « Viens demain matin à mon cabinet, a-t-il répondu, on parlera tranquillement. » Le lendemain, je suis arrivé chez Antoine à l'ouverture. Son cabinet est dans une petite rue derrière la cathédrale. On y entend les cloches, les voitures et parfois les cris des enfants qui sortent de l'école. Je me suis assis dans son bureau, entouré d'étagères remplies de dossiers. Il m'a servi un café, s'est accoudé à son bureau et a dit « Raconte ». Alors j'ai raconté. La tasse de thé, le pharmacien, les chèques, la caméra, le coup de fil à la banque, les phrases de Michel sur le futur, celles de Lucie sur les procurations. Antoine m'a écouté sans m'interrompre. Il a juste acquiescé par moments, l'air sombre. « Tu peux porter plainte », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Pour l'instant, sur les chèques, tu as déjà des éléments. Pour le sédatif, si le pharmacien accepte de faire un rapport, c'est encore plus solide. Mais je te connais, tu ne veux pas voir ta petite fille au tribunal. » « Non, ai-je répondu, je ne veux pas les envoyer en prison. Je veux simplement qu'ils comprennent qu'ils ont tout perdu, ce qu'ils croyaient déjà à eux. » « Alors tu dois déplacer ce qu'ils convoitent, a-t-il dit calmement, et mettre des barrières solides autour. On va parler donation, fondation, Nouveau Testament. Nous avons passé la matinée à travailler sur des papiers qui pesaient plus lourds que des parpaings. D'abord, la maison. Antoine m'a parlé de la possibilité de créer une fondation ou une association reconnue d'utilité publique. C'était compliqué, long, je n'avais ni l'énergie ni le temps. Nous avons trouvé une autre solution. Je pouvais faire une donation avec réserve d'usufruit à une association existante qui travaille avec des femmes en difficulté.
Il connaissait une structure dans le département qui aide des mères isolées à se reloger. Nous pourrions leur céder la maison à mon décès avec la condition qu'elle serve de lieu d'accueil. Ensuite, mes économies. Une partie pouvait être donnée de mon vivant à cette même association, l'autre placée dans un contrat qui désignerait comme bénéficiaire unique cette structure. Michel et Lucie n'auraient plus aucun droit dessus. Enfin, le testament. Nous l'avons entièrement réécrit. À Michel et Lucie, je laissais des objets. Quelques meubles, les outils de la grange, des photos, des livres. Des choses qui ont de la valeur pour ceux qui ont du cœur, pas pour ceux qui comptent en colonnes. Antoine m'a regardé, stylo en main. « Tu es sûr de toi, Jean? C'est une décision lourde. » Je suis vieux, et je dis, mais pas encore sénile. S'ils m'avaient laissé vivre ma vieillesse tranquille, je n'aurais rien changé. Ils ont choisi de jouer. Ils ont perdu. Nous avons signé chez le notaire, avec qui Antoine travaillait souvent. L'adam m'a expliqué chaque ligne avec une patience professionnelle. J'ai signé. À chaque paraphe, je sentais un lien se couper doucement. En sortant, nous sommes allés boire un verre de vin blanc sur une terrasse. Antoine a essayé de me faire rire avec des anecdotes de ses dossiers. Mais mon esprit était déjà reparti dans ma cuisine, à la table où je comptais les assiettes et les tasses pour le repas du samedi. Le samedi, justement, le soleil perçait timidement entre deux nuages. J'ai passé la matinée à préparer un repas simple. Poulet rôti, pommes de terre au four, salade verte. Le genre de choses que Marie aurait servi pour un dimanche en famille. J'ai mis le couvert avec la belle vaisselle, celle avec des fleurs bleues qu'on sortait pour les grandes occasions. J'ai posé la carafe de vin, une bouteille de Bergerac et une théière vide au centre de la table. À 12h30, j'ai entendu la voiture de Michel sur les graviers. Je suis allé à la porte, l'ai ouverte avant qu'il n'ait le temps de frapper. « Entre » et je dis « Lucie aussi ». Ils ont fait semblant d'être détendus. Michel m'a tapé sur l'épaule en disant « Tu as bonne mine ». Lucie m'a embrassé du bout des lèvres. On a mangé. Ils ont complimenté le poulet. Ils ont parlé d'un projet de voyage en Espagne, de la chaleur de l'Andalousie, de tapas. Je les écoutais sans vraiment entendre. Quand les assiettes ont été repoussées, Michel a posé ses coudes sur la table. « Bon, papa, parlons sérieux. Tu as vu avec Antoine ?» « Oui, ai-je répondu. Et je dois dire que je suis soulagé. Tout est réglé. » Il a souri. « Parfait. Si tu veux, je peux lire ce que tu as signé, pour être sûr que tu n'aies pas fait de trucs trop compliqués. Tu sais que parfois les avocats aiment bien se faire mousser. Ce n'est pas nécessaire, ai-je rétorqué. Mais je voulais que vous soyez au courant. Je me suis levé, j'ai pris une chemise cartonnée dans le buffet, je l'ai posée devant lui. Il l'a ouverte. Lucie s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. Ils ont parcouru les premières lignes. Je les ai vus blêmir en même temps. « C'est quoi ça ?» a demandé Michel. « Ça, et je dis, c'est l'acte de donation qui fait que cette maison ne m'appartient plus vraiment. Elle appartient maintenant à une association d'aide aux mères isolées. Je garde l'usufruit pendant ma vie, quand je partirai, elles en feront ce qu'elles voudront, tant que ça aide d'autres familles. » Michel a ri, un rire sec, incrédule. « Tu plaisantes, tu as donné la maison à des inconnus ?»« Pas à des inconnus, à des femmes qui, elles, se battent pour leurs enfants. » Et je répondu. Il a serré les poings. « Et nous, dans tout ça ?»« Vous avez essayé de me droguer pour prendre de l'avance, » ai-je dit calmement. « Je considère que vous avez utilisé votre chance. » Lucie a relevé la tête. « De quoi tu parles, papy ?»« De la camomille, » ai-je répondu. « De la tasse que tu m'as apportée, du sédatif que Patrice a trouvé dedans, des chèques que tu as tirés sur mon carnet, de l'appel à la banque, de la vidéo. » Je suis allé chercher la clé du bureau. J'ai allumé l'ordinateur, j'ai lancé l'enregistrement. Je les ai laissés se voir à l'écran. Lucie fouillant dans mes tiroirs, son sourire, le carnet glissé dans son sac. Le silence dans la cuisine était plus lourd que le mur porteur derrière eux. Je ne déposerai pas plainte, ai-je dit. Pas pour l'instant. Mais j'ai fait un signalement à la gendarmerie au cas où il m'arriverait quelque chose d'étrange. Et Antoine garde une copie de tout ça. Michel s'est levé d'un bond. « T'es fou, papa, tu détruis ta propre famille !» Je me suis levé aussi. « Je protège ce qu'il me reste de dignité », ai-je répondu. Une famille qui met des médicaments dans le thé de son grand-père pour accélérer un héritage, ce n'est pas une famille, c'est un risque. Lucie pleurait maintenant, le visage défait. « Papy, j'ai fait une bêtise, je sais, je ne voulais pas te faire de mal, on voulait juste… » Elle s'est interrompue. « Vous vouliez juste que je sois moins vigilant, ai-je terminé, que je signe des papiers sans les lire, que je vous laisse entrer dans mes comptes. Je ne suis pas un saint, Lucie, mais je ne suis pas complètement idiot. » Michel a attrapé son blouson.
On s'en va, a-t-il dit, mais sache que tu vas le regretter. Peut-être, mais je préfère regretter d'avoir donné ma maison à des femmes que je ne connais pas que de regretter de vous l'avoir laissée, vous, ai-je dit. Ils sont sortis en claquant la porte. Quand le bruit de la voiture a disparu, je suis resté debout au milieu de la cuisine, la main posée sur le dossier d'une chaise. Le poulet refroidi sur la table sentait encore les herbes. La théière vide, au centre, ressemblait à une blague de mauvais goût. J'ai pris une bouilloire, j'ai fait chauffer de l'eau, j'ai mis de la camomille dans une autre tasse. J'ai regardé le sachet tremper lentement. J'ai ajouté du miel. Puis, je me suis installé sur la terrasse avec ma tasse, seul. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que j'avais fait quelque chose dans ma vie d'important pour moi. Pas pour les autres, pas pour la réputation. Pour moi. Les jours suivants ont été vides de coups de fil. La maison sonnait creux. Mais ce silence-là n'était pas entièrement mauvais. Il ressemblait à celui qui suit un gros orage. On entend encore rouler le tonnerre au loin, mais la pluie a cessé et l'air semble plus respirable. Je suis allé voir Antoine à Périgueux. Nous avons finalisé les dernières démarches avec l'association. Une assistante sociale est venue visiter la maison. Elle a regardé les pièces, le jardin, le grenier. Elle ne voyait pas les mêmes choses que François l'agent immobilier. Elle parlait de chambres, de dortoirs, de salles de jeu pour les enfants, de cuisine partagée. Quand elle est partie, elle m'a serré la main. Vous savez, monsieur Martin, il y a des femmes qui n'ont jamais eu la chance d'avoir un toit comme celui-là. Vous faites quelque chose de beau. En rentrant, je me suis arrêté au cimetière du village. Je suis allé jusqu'à la tombe de Marie, sous le vieux chêne. J'ai remplacé les fleurs fanées par un bouquet de marguerites blanches. Je me suis assis sur le banc. Tu me connais, ai-je dit. Tu sais que je n'ai jamais été très habile avec les mots. Mais je crois que tu aurais approuvé. Au moins un peu. Le vent faisait bouger les feuilles au-dessus de nos noms gravés dans la pierre. J'y ai vu une sorte de réponse. Quelques jours plus tard, la gendarmerie m'a appelé. Un adjudant que je connaissais à peine m'a proposé de passer pour consigner tout ça dans un procès-verbal. Nous ne lancerons rien sans votre accord, a-t-il précisé. Mais si un jour il y a un problème, ce sera utile. Je lui ai raconté l'essentiel. La tasse, le sédatif, les chèques. Il a pris des notes, m'a regardé avec une compassion un peu maladroite. « Vous n'êtes pas le premier, m'a-t-il dit, mais c'est toujours dur à entendre. » Je lui ai dit que je ne voulais pas de prison, pas de procès, pas de spectacle. Je voulais juste qu'il sache qu'il y avait une limite, et que je l'avais enfin tracée. Les semaines ont encore passé. Je me suis remis à m'occuper du potager. Les tomates n'attendent pas que les familles se réconcilient. Les salades poussent, qu'on soit en colère ou pas. Un après-midi, en rentrant de la poste, j'ai trouvé une enveloppe glissée dans la boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse de départ. Juste mon nom, écrit à la main. J'ai reconnu tout de suite l'écriture de Lucie. Je me suis assis à la table de la cuisine avant de l'ouvrir. J'ai lissé le papier, j'ai pris une inspiration, puis j'ai lu. Papy. Je ne sais pas si tu liras cette lettre jusqu'au bout. Je ne sais même pas si tu reconnaîtras encore mon écriture. Je ne sais pas comment te parler autrement qu'en écrivant. Quand j'ouvre la bouche, j'ai l'impression de mentir, même quand j'essaie d'être honnête. Je veux te dire que j'ai honte. Je me suis laissé entraîner dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. J'ai écouté des discours sur l'argent, sur l'héritage, sur le fait que ce serait plus simple si tu te laissais aider. J'ai voulu impressionner mon père, montrer que j'étais responsable, que je pouvais m'occuper des choses. Je me suis raconté des histoires, que ce n'était pas si grave, que tu dormirais seulement un peu, que ça te calmerait, que tu serais obligé d'accepter qu'on gère tout pour toi. Quand tu as posé les papiers sur la table et que j'ai vu la vidéo, j'ai senti quelque chose se casser à l'intérieur de moi. J'ai vu une version de moi que je ne supporte pas. Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste que tu saches que quand je pense à toi, ce n'est pas à ce moment-là que je pense. C'est à toi qui me portais sur tes épaules à la foire du village. C'est à toi qui me préparais de la camomille en me disant que les orages ne rentraient jamais dans la maison. Je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner. Peut-être que non, peut-être que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je t'aime encore. C'est peut-être ça le plus difficile à croire, qu'on peut aimer quelqu'un et lui faire du mal. Je ne te demande rien, pas de réponse. Pas de rencontre. Je voulais juste poser ces mots quelque part. Lucie. J'ai lu cette lettre 3 fois. La première avec de la colère. La deuxième avec un goût amer dans la bouche. La troisième avec un début de quelque chose qui ressemblait à une tristesse douce. Je ne lui ai pas répondu.
Pas encore. Je ne savais pas ce que je pouvais écrire qui ne serait ni trop dur, ni trop indulgent. Je me suis contenté de glisser la lettre dans la boîte en métal où se trouvait jadis mon vieux testament. À côté, j'ai posé une photo où l'on est tous les trois. Marie, moi, Lucie à 6 ans, les joues pleines de chocolat, riant à pleines dents. Ce soir-là, j'ai préparé une camomille avec du miel, pour moi. Je l'ai portée sur la terrasse, je me suis assis. Le ciel était clair. On voyait les étoiles au-dessus de la ligne noire de la forêt. Quand Lucie était petite, je lui disais souvent que les étoiles ne tombaient jamais, qu'elles se déplaçaient simplement dans des endroits où on ne les voyait plus. Je me suis surpris à répéter cette phrase à voix haute. Les étoiles ne tombent pas à Jean, elles changent juste de place. Je ne sais pas encore quelle place Lucie occupera dans ma vie, dans ma mémoire. Peut-être qu'elle restera longtemps derrière un nuage. Peut-être qu'un jour, une nuit d'été, je la reverrai briller autrement. Ce que je sais, en revanche, c'est que je ne suis plus l'homme qui attend qu'on décide pour lui. J'ai choisi ce qu'il adviendra de ma maison, de mon travail, de mes murs. Un jour, quand je ne serai plus là, des enfants parcourront peut-être ce couloir en riant. Des femmes cuisineront dans cette cuisine, en parlant fort, en se disputant pour des tasses. Elles ne sauront pas qui j'étais exactement. Ce n'est pas grave. Elles sauront seulement qu'un vieil homme leur a laissé un toit. Et Lucie, si un jour elle vient jusqu'ici, si elle s'assoit sur cette terrasse, si elle pose la main sur la rambarde en bois, elle saura que j'ai préféré offrir tout ça à des inconnus plutôt que de le laisser à ceux qui voulaient le prendre avant l'heure. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une façon de remettre un peu d'ordre dans un monde qui en manque. Je suis un vieil homme. Je vis seul, mais je ne suis pas entièrement malheureux. Il y a encore des matins où l'odeur du café me donne envie de vivre, des après-midi où le chant des oiseaux me suffrise, des soirs où la camomille avec miel a le goût de ce que j'ai perdu et de ce que j'ai sauvé. De là où je suis, sur cette terrasse, le passé continue de parler. Il raconte des erreurs, des lâchetés, des petites lumières aussi. Il n'a plus besoin d'hurler, il chuchote. Et moi, je l'écoute. Parce qu'après tout, c'est tout ce qu'il me reste, ma voix. Celle d'un grand-père qui a failli mourir d'une chose plus sournoise qu'un poison, la confiance trahie. Et qui, au dernier moment, a décidé de se sauver lui-même.